Merci beaucoup, Vanessa. Donc, Geneviève et moi, on est très contentes d'être ici avec vous pour discuter, en fait, d'un projet de recherche qu'on a conduit auprès de personnes intervenantes sur l'adoption d'un enfant par une personne ou un couple s'identifiant comme LGBT. Donc, ce qui nous intéressait, c'est de savoir quelles étaient les perceptions des personnes intervenantes dans ce contexte-là. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les résultats préliminaires de l'étude. Et pour nous, c'était vraiment important qu'on commence par le présenter aux intervenantes, aux personnes concernées là, qui travaillent justement dans les centres jeunesse, puisque ces données-là ont été récoltées là, grâce à vous. Alors, on va commencer par un bref état là, de la situation au point de vue de la recension de la littérature. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand les pays mettent en place des législations favorables pour la reconnaissance des parents de même sexe, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une augmentation qui arrive là, dans les années subséquentes là, sur les personnes LGBTQ qui forment un projet parental. Donc, plus il y a des législations favorables, évidemment, plus il y a des parents LGBTQ, puisque ça favorise le fait d'être reconnu légalement comme parent d'un enfant, là, les deux membres du couple, plutôt qu'un seul quand il n'y a pas de législation favorable. Et ça vient aussi en lien avec l'augmentation des postulants en matière d'adoption, là, et ça s'est vérifié dans tous les pays qui ont adopté une législation favorable, dont le Canada. Donc, l'adoption locale, c'est une des voies vers lesquelles se tournent de très nombreux couples là, des communautés LGBTQ. Ce qu'on sait aussi, c'est que les recherches là, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, qui portent sur les familles ou les parents de même genre ou les parents LGBTQ, convergent là, l'ensemble de ces recherches-là sur l'absence d'effet de la de la structure familiale sur le développement des enfants. C'est-à-dire que le fait d'avoir deux parents de même genre n'influence pas du tout le développement de l'enfant là, de façon... les enfants de parents de même sexe se développent de façon équivalente aux enfants des parents hétérosexuels. Contrairement, par contre, au niveau de l'adoption, on voit quand même une différence, c'est que la majorité des parents hétérosexuels, évidemment, l'adoption va venir ça va constituer un choix souvent par défaut qui va venir après un long processus là, de tenter d'avoir des enfants au sein du couple ou encore au sein d'un processus de procréation assistée, alors que les parents LGBT qui se tournent vers l'adoption, généralement se tournent vers l'adoption comme premier choix. D'ailleurs, les parents de même sexe sont plus nombreux à mettre de l'avant des motivations centrées sur l'enfant. Par exemple, je veux donner à un enfant une deuxième chance, par exemple, que les couples hétérosexuels qui vont avoir des motivations davantage centrées sur l'adulte. Par exemple, moi, je veux devenir parent, je veux avoir une famille. Même si, généralement, on considère les parents de même sexe comme étant de très bons postulants à l'adoption ou comme étant des parents là, qui ont des pratiques parentales qui sont des bonnes pratiques parentales, il reste quand même que les personnes concernées vont témoigner de pratiques hétérosexistes qui conduisent parfois là, à la discrimination. Euh, les parents des communautés LGBTQ sont particulièrement à risque de vivre de la discrimination, de subir des préjudices pendant leur démarche là, à l'adoption, ce qui a été documenté de façon quand même assez régulière. Les hommes gays en particulier sont plus vulnérables aux stéréotypes sociaux qui mettent en doute leur capacité à devenir parents. Et ça semble être corroboré là, par des recherches conduites auprès des professionnels eux-mêmes qui vont confirmer, dans certains cas, leur inconfort à intervenir auprès des familles LGBTQ, notamment parce qu'ils vont témoigner manquer de connaissances pour appuyer leur jugement clinique. Donc, c'est ce qui va influencer l'attitude des professionnels en fonction relativement aux parents LGBTQ. Il y a plusieurs éléments qui influencent leur attitude, à savoir l'âge, les personnes plus jeunes étant plus favorables que les personnes plus âgées, le fait de connaître une personne LGBTQ dans son propre entourage, le niveau d'éducation, le fait de vivre dans un pays qui ont des lois plus favorables envers les personnes LGBT. Ça, c'est bien démontré, c'est-à-dire que quand on prend des mesures d'acceptation des attitudes des personnes en général sur le fait d'avoir qu'un enfant grandisse avec des parents de même sexe, si on prend des mesures dans des pays où les lois ne reconnaissent pas les parents de même sexe, habituellement, les attitudes sont plus ou moins favorables. Et lorsqu'on refait les mêmes mesures des années après l'entrée en mesure de ces lois favorables-là, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation significative des attitudes favorables. Donc, la loi a un impact
très important. Ça s'est vérifié dans toutes sortes de pays. Des pays, par exemple, où l'égalité homme-femme est plus acquise, comme par exemple au Québec, dans les années 90, les attitudes, quand on demandait aux gens, êtes-vous favorable à ce que des enfants aient des parents de même sexe, généralement, on avait un taux d'approbation de 10 alors que maintenant, les attitudes là, sont au-dessus de 90 Mais ça s'est vérifié aussi dans des pays où il y a une tradition patriarcale plus ancrée, par exemple en Grèce. Donc, le fait d'avoir des lois influence très positivement les attitudes là, des personnes professionnelles. Et aussi le fait de travailler en étroite collaboration avec les organismes, les communautés en général LGBTQ. Donc, c'est ce qui nous a amené à vouloir comprendre ou documenter, décrire et comparer les attitudes favorables ou défavorables à l'adoption d'un enfant par une personne ou un couple LGBTQ+, chez divers groupes de professionnels. On a voulu aussi, par le biais de ce projet de recherche-là, identifier les meilleurs prédicteurs d'une attitude favorable à l'adoption par une personne ou par un couple là, LGBTQ+. Et on a voulu aussi mieux comprendre les représentations qu'ont les professionnels à propos de l'adoption par une personne là, ou un couple LGBTQ+. Donc, je vais vous présenter un peu la méthodologie qu'on a utilisée. En fait, on a réalisé une étude mixte, c'est-à-dire qu'on a fait une collecte de données quantitative à partir d'un sondage en ligne, mais on a aussi complété ça avec des entrevues qualitatives. Donc, la collecte de données s'est déroulée vraiment sur une période d'environ une année, là, donc de l'automne 2022 jusqu'à l'été 2023. On a, d'une part, pour le recrutement, là, on a passé par 5 CCCIUS pour tenter d'avoir leur collaboration pour le recrutement. Il y en a 3 qui ont accepté de nous permettre donc, de recruter à l'intérieur de leur établissement. Faut se remettre en contexte aussi là, qu'on était comme à une période tout de suite, en tout cas encore dans la pandémie ou en sortant un petit peu de la pandémie. Là, donc, c'est sûr qu'il y a des établissements pour lesquels c'était malheureusement pas possible là, de nous permettre de faire le recrutement. Mais donc, il y a principalement 3 CCCIUS, mais on a aussi complété, nous, par une annonce qu'on a fait paraître sur des groupes Facebook d'intervenants en protection de la jeunesse. Ce qui fait qu'au final, même si on a une très forte représentation, en fait, dans notre échantillon là, du sondage là, d'intervenants et intervenantes de la région de Montréal, il reste qu'on a quand même 11 régions au total là, qui sont représentées. Donc, le sondage en ligne, on a eu un total de 141 participantes. C'est un sondage qui a été, on a utilisé la plateforme Lime Survey, là, qui est la plateforme que l'université, que nos comités d'éthique nous demandent d'utiliser. Et pour ce qui est des entrevues, donc les gens, à travers le questionnaire, pouvaient nous formuler leur intérêt à participer à une entrevue qualitative. Pour les entrevues, on a rencontré donc 11 personnes et toutes les entrevues se sont faites via la plateforme Zoom. Au niveau maintenant des caractéristiques de nos participants, donc vous pouvez voir en fait qu'autant au niveau du sondage qu'au niveau des entrevues, on a une représentation à peu près similaire en fait en termes de genre, en termes aussi là, de profession et en termes également là, d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Donc, c'est sûr, en fait, sans trop de surprise, on a quand même une majorité de personnes qui s'identifiaient comme femmes là, qui ont répondu autant au sondage qu'à nos entrevues, mais on sait qu'il y a aussi quand même une forte représentation de femmes dans le milieu de la protection de la jeunesse. Par ailleurs, on n'a pas, on voit que nos échantillons, en fait, sont principalement des personnes qui s'identifiaient comme cisgenres et comme hétérosexuels également. Donc, on n'avait pas nécessairement une très grande participation là, de la part de personnes qui provenaient des communautés LGBT. Pour ce qui est maintenant de l'âge des participants, donc vous avez ici une représentation par groupe d'âge. En fait, nos participants, ils étaient âgés entre 22 et 62 ans. La moyenne d'âge était de 37,4 ans. Mais on voit quand même par les différents groupes là, qui sont représentés ici que la majorité, une très grande majorité en fait de nos participants étaient âgés entre 25 et 54.
Pour ce qui est maintenant du sondage en ligne, donc je vous présente plus particulièrement la partie quantitative, puis ensuite Isabelle va vous parler un petit peu plus des résultats en lien avec les entrevues qualitatives. Mais au niveau du sondage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait en fait 4 grandes parties dans notre questionnaire en ligne. Donc évidemment, une première partie davantage avec pour documenter les données sociodémographiques. Mais c'est sûr qu'on allait poser certaines questions aussi justement pour savoir est-ce que les gens, par exemple, les répondants, répondantes connaissaient des personnes de la communauté LGBT? Est-ce que, puis jusqu'à quel point ils étaient en contact aussi, ou en tout cas, ils travaillaient avec des personnes, soit parents adoptifs, personnes adoptées ou parents biologiques. Évidemment, aussi, peut-être une chose que j'ai oublié de mentionner, mais les répondants, répondantes que nous, on visait, ça devait quand même être des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, dans leur travail, pouvaient être exposées en fait à avoir à travailler avec une situation où un enfant pourrait être confié en adoption. Donc, ça pouvait être des intervenants au niveau de l'application des mesures, par exemple, au niveau des services adoption, mais ça peut aussi être des réviseurs, des gestionnaires, des spécialistes en activité clinique. Puis, il faut dire qu'on a aussi, on voulait avoir des gens qui travaillaient plus au niveau du judiciaire aussi. Malheureusement, au niveau du questionnaire en ligne, on n'a pas eu une très bonne participation là, du côté des avocats, par exemple, que ce soit les contentieux des CCCIUS ou même auprès d'avocats qui pourraient représenter des parents ou encore des enfants. Donc, ça, c'est une limite de notre étude, malheureusement. Donc, les autres sections du questionnaire, il y avait 3 grandes sections qui portaient sur le sujet, donc des attitudes par rapport à l'adoption d'un enfant par des membres des communautés LGBT. Une première section qui était en fait composée de 24 énoncés et pour lesquels les personnes répondantes devaient se positionner sur une échelle de 1 à 6. Donc, 1 étant fortement en désaccord et 6 étant fortement en accord. Puis, ces différents énoncés-là, dans le fond, nous ont permis de créer, si on veut, 3 échelles de mesures. Donc, une sur l'efficacité parentale équivalente, donc jusqu'à quel point les gens considèrent que une personne ou un couple gay, lesbien ou encore avec où il y aurait un des partenaires qui serait bisexuel ou trans. Donc, jusqu'à quel point ces représentants des communautés LGBT-là, on considère qu'ils peuvent être des parents aussi efficaces, en fait, ou avec autant de compétences que des personnes cisgenres et hétérosexuelles. Donc, il y avait ces énoncés-là. Il y avait aussi une autre échelle qui permettait de mesurer, en fait, l'égalité d'opportunité d'avoir accès à l'adoption. Donc, est-ce qu'on considère que les personnes des communautés LGBT devraient avoir des opportunités égales de pouvoir adopter des enfants, toujours en comparaison avec des personnes cisgenres et hétérosexuelles. Et finalement, une 3e échelle qui mesure en fait l'égalité de traitement par les services d'adoption. Donc, est-ce qu'on considère que les services d'adoption en fait traitent de manière équitable toutes les personnes, peu importe leur origine, peu importe en fait leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Ensuite, on avait une autre section où il y avait de très brèves descriptions d'enfants, donc des enfants de genres différents, d'âges différents, présentant des besoins spéciaux ou encore des fratries. Et pour chacune de ces situations-là, on demandait encore une fois, est-ce qu'on serait porté, par exemple, à confier ces enfants-là à des couples hétérosexuels ou encore couple de même sexe ou couple où on sait qu'il y a une personne qui est bisexuelle ou une personne trans. Donc, les différents cas de figure et de voir jusqu'à quel point, encore une fois, sur une échelle de 1 à 6, on est d'accord ou pas à confier ce type d'enfant-là en fonction du type de postulant qu'on a. Et finalement, on avait une dernière section où là, il y avait une vignette beaucoup plus détaillée, donc présentant un couple de personnes postulantes qu'on a appelé Claude et Maxime pour pouvoir donc leur attribuer différents genres et différentes orientations sexuelles aussi. Et encore une fois, suite à cette présentation de vignettes plus détaillées, on avait une série d'énoncés auxquels les gens devaient répondre, à savoir jusqu'à quel point ils étaient en accord ou en désaccord, toujours sur une échelle de 1 à 6. Donc, ce que vous avez ici comme première diapositive de présentation de résultats, c'est par rapport donc à la première section que je vous ai détaillée, c'est-à-dire que
pour les 3 échelles, à savoir un traitement équitable par les services d'adoption, une opportunité équivalente d'adopter ou encore une efficacité parentale équivalente. Donc, pour l'ensemble de nos répondants, comment les gens se situaient. Et là, vous avez, donc pour chacune des échelles, 3 barres de couleurs différentes. Donc, la première barre en haut, qui est comme davantage mauve, représente les personnes soit gays ou lesbiennes. La barre du milieu, qui est comme davantage dans un rouge, représente les personnes bisexuelles. Et finalement, la barre verte représente les personnes trans. Donc, au premier coup d'œil, quand on regarde ces échelles-là, ben, on voit, dans un premier temps, on voit qu'au niveau des échelles, et en fait, avant de vous parler des résultats, vous pouvez voir le détail, en fait, en haut bas, là, on part de 4 jusqu'à 6 là, dans disons, les résultats possibles. Donc, déjà, dans un premier temps, on voit que de façon générale, les gens nous ont fait part d'attitudes favorables, en fait, de façon générale, peu importe donc l'échelle et peu importe le type de personne dont il était question. Puisqu'à partir de 4, on est en accord avec les énoncés qui étaient présentés. Donc, ça veut dire une attitude favorable jusqu'à 6 qui était totalement en accord, donc une attitude très favorable. Donc, ça, c'est le premier constat à tirer. Le deuxième, c'est que au niveau donc, des échelles un traitement équivalent par les services d'adoption, puis aussi au niveau de l'efficacité parentale, on voit là, qu'on est quand même dans des scores moyens, là, si on veut, là, qui varient entre 5,5 à 5,8 sur 6. Donc, ce qui veut dire que de façon générale, encore une fois, les répondantes ont eu des attitudes très, très favorables par rapport au fait que oui, on considère qu'il y a un traitement équivalent dans les services d'adoption et oui, ce sont aussi des personnes qui ont autant de compétences parentales, en fait, que les personnes qui seraient cisgenres et hétérosexuelles. Là où on voit peut-être des attitudes, bon, un peu moins favorables, même si elles le sont quand même, c'est la question de l'opportunité d'adopter. Donc, c'est comme si là, pour l'ensemble des répondants, on considère peut-être que est-ce qu'elles devraient avoir des opportunités équivalentes d'adopter? Là, les attitudes sont un petit peu moins favorables. Et finalement, le dernier constat par rapport à ce graphique-là, c'est qu'on voit que dans chacune des échelles, c'est toujours la barre verte, donc concernant les personnes trans, où on a le moins d'attitudes favorables, donc autant par rapport à est-ce qu'ils sont traités équitablement par les services d'adoption, est-ce qu'ils devraient avoir une opportunité équivalente d'adopter, est-ce qu'ils peuvent être aussi efficaces au plan des compétences parentales. Donc, ici, on voit des attitudes qui sont un peu moins favorables par rapport aux personnes trans. Maintenant, dans la section suivante du questionnaire où on exposait donc différents cas de figure d'enfants et qu'on posait tout simplement la question, est-ce qu'on confierait ce type d'enfant-là à différentes configurations de couple ou encore à différentes configurations de personnes seules? Ici encore, vous avez l'ensemble, c'est par rapport à l'ensemble des répondants qu'on a les résultats qui sont à l'écran. Et encore une fois, au bas, on voit l'échelle. Donc ici, on voit que les résultats présentés sont à partir de 5 jusqu'à 6. En fait, les résultats obtenus, là, c'est entre 5,1 et 5,2 les plus faibles, puis on est à 5,9 pour les attitudes les plus favorables. Donc, on voit qu'on est quand même, encore une fois, de façon générale, on présente des attitudes plutôt favorables par rapport aux différents cas de figure. Puis là, c'est écrit petit aussi, fait que je vais vous détailler un tout petit peu, mais ce qu'on peut voir en fait, c'est que les 5 premières lignes que vous voyez à partir du haut, ce sont des représentations de couples. Donc, on a complètement en haut le couple hétérosexuel, ensuite suivi du couple avec une personne trans, un couple avec une personne bisexuelle, couple, je viens de voir, on a homme, non, c'est ça, femme lesbienne, désolé, mes yeux ne voient pas bien. Donc, ça fait que c'est petit même pour moi. Le couple de femmes lesbiennes et finalement le couple d'hommes gays. Donc, ce sont les 5 premières lignes. On voit aussi que par rapport à l'ensemble du graphique, donc c'est davantage par rapport à des couples que les gens ont des représentations favorables. Donc, ce serait plus favorable à confier un enfant d'adoption à des personnes en couple qu'à des personnes seules. Et les 4 dernières lignes, donc, ce sont les personnes seules, si on a un homme trans, une femme trans ou encore un homme cisgenre et une femme cisgenre.
Donc, ici aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux lignes qui concernent hommes ou femmes trans sont les lignes les plus courtes. Donc, ce qui signifie que c'est les cas de figure pour lesquels on avait, les répondantes avaient des attitudes les moins favorables, toujours en gardant en tête qu'on est en haut de 5 dans nos moyennes, là. Donc, on reste quand même dans du favorable, mais si on va dans plus finement, en fait, là, pour détailler, c'est ce qu'on peut remarquer. Maintenant, on a fait une comparaison, en fait, selon le genre des personnes répondantes. Donc, je vous rappelle qu'on avait quand même une majorité de répondantes qui étaient des femmes comparativement à des hommes. Donc, vous avez du côté gauche ce que les hommes ont répondu, du côté droit ce que les femmes ont répondu. Puis encore là, si on regarde juste globalement l'ensemble des lignes chez les femmes et chez les hommes, donc on voit que les femmes ont tendance à être un peu plus favorables à confier un enfant donc à des couples, peu importe la composition du couple, plus favorable que et en fait même à des personnes seules aussi. Donc, de façon générale, les femmes répondantes ont des attitudes plus favorables que les hommes par rapport aux différents cas de figure. Puis, finalement, un dernier résultat qu'on vous présente aujourd'hui qui concerne aussi là, de pouvoir comparer en fonction, cette fois-ci, des groupes d'âge. Donc, on a fait des analyses statistiques pour comparer est-ce qu'il y avait des différences en fonction des groupes d'âge des personnes répondantes. Et il y a seulement qu'un élément sur lequel on a une différence significative et c'est par rapport à confier un enfant donc, à un couple dont au moins l'un des membres est une personne trans. Vous voyez ici donc les différents groupes d'âge et on voit clairement que plus nos répondants sont âgés et moins ils sont favorables à confier un enfant à un couple dont au moins une des personnes est trans. Donc, on voit que, par exemple, chez les 55 à 64 ans, on est favorable à 4,2 sur 6, alors que les 18 à 24 ans étaient entièrement favorables à 6 sur 6 en moyenne. Donc, puis vous avez 5 sur 6, en fait, 5,6 sur 6 était la moyenne générale là, pour l'ensemble des groupes d'âge. Donc, on voit quand même qu'à partir de 45 ans, on est sous la moyenne en termes d'attitude favorable par rapport à cet élément-là. Donc, on a voulu aussi creuser un petit peu plus loin pour essayer de mieux comprendre le rationnel derrière ces données-là en ayant des entrevues qualitatives. On a conduit 11 entrevues qualitatives. Les personnes qui nous ont rejoints là, avaient aussi participé aux entrevues quanti. On n'a pas le résultat, on ne pouvait pas là, pairer les deux, l'entrevue puis le résultat quanti, mais à la fin, il y avait la possibilité de nous proposer une entrevue quali. Et puis, bon, on a eu ces 11 personnes-là. Donc, il y a 3 thèmes. On en est à l'analyse préliminaire, OK? C'est pas encore, là, il y a encore du travail à faire là, sur le côté quali, bien qu'on ait plus avancé jusqu'à maintenant les données quantitatives. Mais ce qui en ressort pour l'instant, c'est 3 thèmes qui vont baser un peu l'analyse des personnes et qui semblent être prédominants. La première, c'est tout ce qui relève de la famille d'origine et le meilleur intérêt de l'enfant. Ensuite, la question du cheminement, mais particulièrement pour les personnes bisexuelles et trans. Et aussi les besoins de formation qui ont été exprimés là, par les personnes participantes. Donc, pour le premier thème, la famille d'origine et le meilleur intérêt de l'enfant, on a c'est ça. Les personnes répondantes ont mentionné que les parents d'origine vivent déjà difficilement, évidemment, la situation actuelle dans laquelle les services sociaux sont dans leur vie, là, et pourraient donc être encore plus réticents lorsqu'ils vont apprendre que leur enfant va être confié à une personne LGBTQ+. Donc, pour favoriser l'intégration de la situation, les personnes intervenantes ont mentionné qu'ils vont baser leur approche auprès du parent en soulignant que la décision a été prise dans le meilleur intérêt de leur enfant, ce qui souvent va faciliter l'acceptation. Donc, quand les parents vont s'opposer ou avoir des réticences, ils vont dire oui, mais c'est vraiment la meilleure personne ou le meilleur couple pour prendre soin de ton enfant parmi ce qu'on a, parmi où on peut placer ton enfant, le match est le meilleur, c'est vraiment là que ton enfant va être le mieux. Alors, on a cet homme-là qui est reviseur depuis 34 ans qui nous dit à vrai dire, quand on revient constamment sur les besoins vers le meilleur intérêt de l'enfant, j'ai jamais ou rarement vu un parent
C'est sûr que de voir que leur enfant ne restera pas auprès d'eux, ça, c'est déjà une étape qui est difficile pour les parents. Puis la prochaine étape d'accepter qu'il soit adopté par quelqu'un d'autre, ça aussi, c'est pas évident. Mais quand ils voient qu'on revient sur le besoin de l'enfant pour leur donner l'occasion de le confier auprès de gens qui vont bien s'en occuper, considérant qu'eux-mêmes ont des difficultés à en prendre soin, en lien avec les délais de placement imposés par le tribunal. Puis, il faut entendre l'émotivité, les peines et tout ça associé aux parents, bien sûr. Et quand on revient dans le meilleur intérêt de l'enfant, à lui donner la meilleure chance de se réaliser, on regarde aussi ça avec les parents et donc c'est plus facile. Par contre, si certaines personnes interrogées là, estiment qu'elles peuvent faire évoluer les perceptions des parents par rapport au fait que leur enfant va être confié à des personnes LGBTQ, il y en a d'autres qui vont plutôt dire que c'est difficile de faire changer les croyances des parents d'origine. S'ils s'inquiètent, et puis là, les intervenants disent on s'inquiète de placer les enfants dans un conflit de loyauté entre les parents d'accueil et, par exemple, les parents d'origine. Et ça, évidemment, ça ne serait pas vu dans leur meilleur intérêt. Donc, on remarque également dans l'extrait ici, là, les personnes LGBTQ ne vont pas être placées toutes au même niveau hiérarchique quand vient le temps de les faire accepter par des parents d'origine. On constate, comme dans le volet quanti, que les personnes trans ou les personnes non-binaires ou encore celles qui sont fluides dans le genre sont jugées comme étant plus difficiles à faire accepter là, par les parents d'origine. Donc, dans ce contexte-là, placer un enfant dans une situation qui pourrait être difficile pour lui, ben, va être vu comme étant à l'encontre de son meilleur intérêt, et ça, nonobstant les qualités là, du couple postulant. Donc, on a ici un homme qui a RH à l'application des mesures depuis 17 ans qui nous dit j'ai une famille fraîchement arrivée. Pour eux, l'homosexualité, c'est Satan et ses démons. Puis là, il faut que je prenne son enfant puis que je dois le placer, disons, dans un couple lesbienne, dans un couple gay ou un couple trans aussi, ou encore pire, gender fluide, ben là, on oublie ça. Mais je veux dire, c'est sûr que je vais devoir dealer avec les préjugés de la famille d'origine. Donc oui, je vais peut-être refuser dans ce cas-là de placer un enfant dans un couple gay, pas parce que je doute des capacités parentales du couple, pas parce que je pense que ça ne marchera pas en termes de relation et qu'on amène un lot supplémentaire, parce que je pense plutôt que ça ne marchera pas en termes de relation et qu'on amène un lot de problèmes supplémentaires sur les épaules d'un enfant qui en a déjà un maudit paquet. L'autre élément, les personnes répondantes ont mentionné aussi que dans leur tête, c'était important que les personnes LGBTQ aient fait un cheminement personnel en regard de leur orientation, de leur identité de genre. Pour elles, les personnes LGBTQ doivent passer à travers ce cheminement personnel-là. Et quand on les questionne à propos des personnes hétérosexuelles ou ce genre, par exemple, ben, ces personnes-là n'ont pas cette obligation de cheminement personnel-là. C'est vraiment un cheminement qui est dans leur vue imposé, ou en tout cas qui devrait être typique, si on veut, des personnes des communautés LGBTQ. Donc, il importe que les personnes aient passé à travers un cheminement de vie personnel, de sorte à ce que leur identité de genre ou leur orientation sexuelle soit jugée bien intégrée. C'est ce que les intervenants nous disent. Donc, pour que ça soit bien intégré, il faut avoir passé à travers ce processus-là. Aussi, le cheminement qui a conduit au projet parental doit impliquer la façon dont leur orientation sexuelle ou leur identité de genre va être présentée aux parents, ou du moins comment les personnes postulantes LGBTQ vont accueillir les commentaires éventuellement homophobes ou transphobes. En ce sens-là, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre n'entre pas en ligne de compte dans l'analyse. C'est pas tant ça qui rentre en ligne de compte dans l'analyse que le cheminement que les parents vont avoir fait en lien avec le fait d'être une personne LGBTQ. Donc, c'est vraiment là qu'on est. Alors ici, on a une femme, service adoption, 3 années d'expérience, qui nous dit j'ai l'impression qu'il y a encore peut-être une plus grande incompréhension, une plus grande stigmatisation de ce groupe-là. Et donc, j'aurais envie plutôt d'adresser comment cette personne, ben, ces personnes-là ont vécu la transition, le cheminement qu'ils ont fait, l'accompagnement qu'ils ont reçu, qui les amène aujourd'hui à un projet familial, puis comment ils perçoivent leur identité, comment ils perçoivent ce vécu-là en lien avec le parent qu'ils projettent d'être. Je ne le vois pas comme un obstacle, dépendamment comment ce vécu-là a été adressé, le cheminement qui a été fait, et voilà. Donc, on constate ici là, vraiment l'importance, non seulement d'avoir fait un cheminement, mais d'être capable de l'expliciter, d'être capable de le rendre audible pour la personne intervenante. On a aussi, excusez-moi,
Euh, Par contre, les personnes trans et non-binaires sont perçues comme étant moins stables que les femmes lesbiennes ou les hommes gays cisgenres. Et plusieurs vont avoir mentionné le fait que le cheminement de ces personnes-là ben, est incomplet ou va être souvent incomplet ou inachevé et que conséquemment, là, il importe que les intervenants s'assurent de façon plus stricte de leur stabilité. Parce que le cheminement est corrélé dans l'esprit des intervenants avec l'aspect de stabilité, ce qui est évidemment important quand on confie un enfant là, à des postulants. On constate une plus grande prégnance aussi du monosexisme et du cissexisme à leur égard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le monosexisme, ça réfère aux normes et institutions d'une part favorables aux monosexualités. Les monosexualités, c'est les sexualités hétérosexuelles, les personnes lesbiennes, les personnes gays. Alors que d'autre part, le monosexisme va s'opposer ou va voir de façon plus défavorable les personnes plurisexuelles. Les personnes plurisexuelles, c'est les personnes bisexuelles ou pansexuelles. Souvent, ce qu'on nous disait, c'est que quand tu es bisexuel ou tu es pansexuel, c'est comme si tu es mêlé. C'est comme si tu es des fois à un, des fois à l'autre, ça ne fonctionne pas. Il manque de stabilité là-dedans. Le cissexisme, lui, ça va référer aux normes et aux valeurs qui privilégient les personnes cisgenres au détriment des personnes qui s'écartent de ces prescriptions normatives-là, à savoir les personnes non-binaires ou fluides au genre, par exemple. On a un exemple ici d'une femme ARH au service des ressources de 23 années d'expérience qui dit « Je vais être bien honnête avec toi, moi, je trouve ça bizarre à maudit. OK, je trouve ça vraiment étrange que tu ne t'identifies pas ni comme un gars ni comme une fille, ou que des journées tu t'identifies madame, des journées monsieur. Honnêtement, je trouve pas ça, ben écoute, je vais y aller full jugement, là, mais je trouve pas ça équilibré. On dirait que c'est comme à la mode d'être un peu comme ça aussi. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre parce que quand je parle avec des amis ou des gens que je connais, des gays, des trans, ils me disent, ben voyons donc, je le savais, moi, que je suis une fille ou moi, je suis un gars, tu sais. On dirait que j'ai de la misère à comprendre ce principe. Donc, je le savais que j'étais une fille, je savais que j'étais, par exemple, gay. C'est comme si, par exemple, en opposition, les personnes non-binaires, fluides dans le genre ou bisexuelles, ben, ils ne sont pas branchées, ils ne savent pas ce qu'elles veulent. Et le dernier thème qui ressort de façon très importante, c'est l'importance d'être mieux formé au regard des réalités des personnes LGBTQ. Puis ça, c'est important de mentionner que dès les entrevues, quand on parlait avec les entrevues, ce qu'on s'apercevait, c'est qu'au début des entrevues, les gens semblaient marcher un peu sur des œufs, craignaient de, par exemple, pas utiliser les bons mots, craignaient, par exemple, de dire des choses qui pourraient être mal interprétées. Et on devait leur dire, écoute, il y a tout l'espace ici là, pour que tu puisses dire comment tu te sens, dire comment tu interprètes ça. Il n'y a pas de jugement. Tu sais, tu peux utiliser les mots que tu utilises normalement. Tu peux te tromper aussi dans les mots que tu utilises. Tu peux poser des questions sur les mots que tu dois utiliser. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais, c'est vraiment, on est vraiment là, dans une discussion, là, toi et moi. Et là, on s'apercevait que les gens s'ouvraient davantage, mais que le besoin de formation était très important. Pourquoi? Notamment parce que dans les formations, ce qu'on s'aperçoit, si on va dans l'autre acétate, c'est qu'il n'y a pas de formation vraiment qui est offerte au niveau des cursus universitaires. Généralement, les gens ont très peu de formation sur ce sujet-là. Et donc, on les a questionnés à savoir qu'est-ce qu'ils auraient besoin comme formation, quel type de formation ils auraient besoin, qu'est-ce qui répondrait mieux à leurs besoins. Et donc, eux autres, ce qu'ils nous ont dit principalement, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une formation qui soit appliquée à leur réalité d'intervenants, qui leur permette d'apprendre des choses, mais également qui leur permette de mettre en pratique les apprentissages par le biais d'activités cliniques ou d'activités appliquées. Alors, on a ici cette femme qui est spécialiste en activité clinique, qui a 19 années d'expérience, qui nous dit, je trouve qu'on a un manque à ce niveau-là. Honnêtement, je trouve qu'on devrait avoir plus de formations, plus de conférences, plus de personnes qui viennent témoigner. Cette question-là des personnes qui viennent témoigner, on en a beaucoup entendu parler aussi parce que ça permet de démystifier, ça permet de poser les questions, ça permet d'apprendre d'une façon plus appliquée. D'avoir une espèce de grand chantier pour se remettre en question sur nos pratiques parce qu'on est vraiment, ben moi, je trouve qu'on est vraiment en retard. Et l'autre élément, ben, c'est surtout d'avoir le temps, d'avoir du temps, ce que vous avez très peu, donc d'avoir du temps de bénéficier d'une formation qui est approfondie plutôt que d'avoir une formation qui est donnée à la va-vite qui ne nous permet pas d'intégrer les informations. Alors ici, on a cette femme ARH à l'application des mesures de 6 années d'expérience qui nous dit mais clairement, de façon précise, sur les communautés LGBTQ+, je ne me sens pas vraiment outillée dans le sens
où je ne mets pas en pratique des choses que j'ai connues dans la théorie. Je n'ai pas eu de théorie, en fait, on ne m'a pas appris des choses. Je ne dis pas que ça ne s'est jamais passé, mais je crois qu'il y a peut-être des fois des conférences midi, des trucs comme ça, mais je suis pas définitive. Je serais définitivement ouverte à avoir même des formations dans le cadre de notre travail, pas juste une conférence midi, mais un avant-midi de formation sur telles choses qui ont été étudiées ou vues, et ça, ce serait plus qu'apprécié. Donc, en conclusion, évidemment, si on constate avec les données quali comme avec les données quanti, on s'aperçoit qu'un des éléments qui est vraiment discriminant là, sur les attitudes, c'est vraiment le fait de l'âge, évidemment, mais aussi le fait de connaître des personnes LGBTQ. Et d'ailleurs, c'est un des éléments là, de l'échantillon quali. Là, évidemment, si on parle de notre échantillon, il y a quand même des limites dans l'échantillon. C'est des personnes volontaires. Le groupe est relativement homogène. Et la grande majorité d'entre eux connaissent déjà des personnes LGBTQ ou bien encore quelques-uns, quelques-unes s'identifient elles-mêmes là, aux communautés. Donc, évidemment, ça va transparaître quand même dans les données. On poursuit actuellement les données là, pour avoir davantage d'interprétations qui sont beaucoup plus finement. Et à la fois dans les données quali que dans les données quanti, la question des couples, c'est vraiment un élément très important là, pour discriminer les attitudes. Beaucoup dans les données quali, on n'a pas eu le temps de le voir aujourd'hui, mais ce qu'il nous disait aussi, c'était le fait que c'est quand même difficile comme processus d'entrée en parenté. Conséquemment, et deux, c'est le meilleur moyen de s'outiller. Et dans les données quali, comme dans les données quanti, les personnes trans non-binaires ou les personnes bisexuelles sont perçues moins favorablement finalement que les personnes gays ou lesbiennes. Et ça, c'est un élément très intéressant parce que les recherches dont j'ai parlé au début et les recherches qui sont conduites en général sur ce sujet-là vont surtout se centrer sur les couples gays ou sur les couples lesbiens, principalement là, il y a très peu de recherches qui émergent sur les autres configurations là, ou les autres communautés LGBTQ, ce qui fait que nos données là, nous permettent de mieux comprendre un peu où on peut travailler là, pour les attitudes, pour améliorer les attitudes. Et quant aux besoins de formation, ben, on veut quand même prendre le temps d'expliquer que notre partenaire de recherche, on a conduit cette recherche-là avec la Coalition des familles LGBT+, qui offre énormément de formations sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, notamment là, aux intervenants dans les centres jeunesse, dont celle-ci. Alors, voilà, on a booké ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui.